Bonjour à tous et bienvenue dans l'Expresso de Essai. Ce matin, on retrouve Quentin, comme tous les mois, pour un point marché. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder nos replays sur notre site internet parce qu'au-delà des actualités marché du moment, Quentin vous propose à chaque fois un vrai décryptage sur le fonctionnement des marchés de l'énergie. On a un chat, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, on prendra le temps d'y répondre à la fin. Salut Quentin et merci d'être avec nous ce matin. Lors de notre dernier expresso du 12 mai, Quentin, depuis, on a observé une très forte volatilité sur les marchés de l'énergie. On va donc revenir sur tout ce qui s'est passé fin mai, début juin. On reparlera stockage pour le gaz et CO2 pour la partie électricité. Et Quentin, tu vas nous apporter des nouveaux éléments sur ces sujets. Je te propose qu'on échange d'abord sur le marché du gaz. On a beaucoup parlé de la vague de froid que l'on a subie cet hiver et qui s'est prolongée jusqu'au début du printemps. Aujourd'hui, c'est terminé, mais on en subit encore les conséquences. Pour rappel, la vague de froid, elle a eu un impact sur nos stockages et sur la disponibilité du GNL. Donc aujourd'hui, on a toujours des retards de stockage. Et quant à la disponibilité du GNL, elle est impactée par la demande mondiale qui en ce moment est concentrée vers l'Asie. Quentin, est-ce que tu peux revenir sur ces éléments et nous dire si on a de la visibilité sur la reconstitution de nos stocks? Bonjour Justine. En effet, on a subi une vague de froid qui du coup était en fin d'hiver et qui s'est poursuivie sur le printemps. Alors, ce n'est pas une vague de froid intense qu'on a connue, hein, c'était vraiment une vague de froid qui a duré. Elle a quasiment duré quasiment jusqu'à notre dernier expresso, si je puis dire, à ce moment-là. Et du coup, on a vidé les stockages au fur et à mesure, alors qu'on était dans une période où on est dite d'injection, c'est-à-dire qu'on remplit les stockages au vu de l'hiver prochain. Et donc là, en fait, on a pris énormément de retard et ce retard est dû en partie à des fluctuations sur les flux continentaux, baisse des exports de la Russie à travers l'Ukraine, par exemple, aussi des maintenances, des fois prévues ou imprévues, qui est plutôt courant, entre guillemets, à ces périodes-là, mais qui permettent d'habitude de pouvoir injecter dans les stockages. Ce qu'il faut également voir, c'est que la demande de gaz de cette année a été aussi fortement impactée par la demande pour la production d'électricité. On y reviendra aussi un peu en fin de cet expresso et sur la partie électricité, mais globalement, le gaz est aussi utilisé pour la production d'électricité. Alors, comme tu le disais, on subit une forte volatilité via l'internationalisation des prix et surtout, du coup, via le GNL, le gaz naturel liquéfié. Si on regarde les indices de prix asiatiques, et ben, en fait, on voit que les prix ont continué de grimper au fur et à mesure que le temps passe depuis le début de l'année. Là encore, on est sur des niveaux assez élevés de prix en Asie pour l'été prochain, donc ce qui, du coup, entraîne une partie des flux de GNL en direction de l'Asie et non en direction de l'Europe. L'Europe s'était un peu habituée quand même à avoir une certaine cargaison de GNL qui arrivait au fur et à mesure ces années 2019, 2020, ce qui avait fait baisser les prix. Et là, cette année, finalement, on n'a pas cette flexibilité-là. Et du coup, on voit que globalement, les marchés le subissent quand même un peu au fur et à mesure. Merci Quentin. Du coup, c'est vrai qu'on aimerait bien retrouver un peu d'optimisme sur le marché du gaz. Est-ce qu'on a des éléments actuels ou futurs qui pourraient nous permettre d'avoir un peu de visibilité et surtout de pallier un peu à ces retards de stockage? Alors, la bonne nouvelle quand même du mois de mai finalement, c'est quand même la levée des sanctions économiques, de l'administration Biden sur les acteurs, qui participent à la construction du gazoduc Nord Stream 2. La levée des sanctions a du coup déclenché un phénomène un peu baissier sur la journée où il y a eu l'annonce. Après bon, il faut voir que les marchés ont quand même un peu rebondi depuis, mais c'est quand même une bonne nouvelle pour l'approvisionnement européen, parce qu'en fait ce sera une amélioration, des flux potentiels de la Russie vers l'Europe et du coup on parle aussi de sécurisation d'approvisionnement, puisque, je vous le disais tout à l'heure, on a une baisse des flux russes à travers l'Ukraine qui pourrait être compensée justement à travers ce gazoduc une fois terminé. Alors cela va prendre encore un peu de temps, ça ne va pas nous permettre forcément de pouvoir remplir tout de suite nos stockages pour cet été, mais ça pourrait nous détendre le marché une fois le gazoduc terminé. Au vu de ces différents éléments, Quentin, quelle stratégie d'achat adopter sur le marché du gaz? Alors, actuellement, les prix, sont assez élevés, hein. Je vous le disais, du coup, il est toujours un peu difficile de prendre ces décisions quand les marchés sont relativement élevés. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les marchés sont moins élevés que par rapport à des années, passées encore, 2018-2019, donc les prix restent suffisamment intéressants pour quand même aller chercher une certaine stratégie.
il peut y avoir aussi des prises de position durant cet été, même si les prix sont relativement élevés, parce que le potentiel de hausse est encore présent sur ce marché-là. Il pourrait y avoir après, par contre, une détente des prix si l'été n'est pas trop chaud, n'est pas caniculaire, si je puis dire, et si l'hiver ne commence pas trop rapidement d'ici la fin de l'année. Dans ce contexte-là, il peut y avoir une petite prise de position avant l'été en vue d'une sécurisation budgétaire et de voir ensuite si une détente des prix s'il y a. Merci Quentin. J'aimerais bien maintenant qu'on revienne un peu sur le marché du CO2. On en a beaucoup parlé, surtout lors du dernier Expresso, de l'explosion des prix du CO2 qui était due à une spéculation autour du marché. Mi-mai, on a assisté à l'ouverture des marchés des quotas britanniques, une conséquence finalement du Brexit. Les industriels britanniques ont pu acheter les premiers quotas carbone sur leur marché domestique. Est-ce que tu peux revenir sur ces premières enchères et est-ce que cela va continuer de faire grimper les prix du CO2 à ton avis? Alors, sur ces enchères qui ont commencé du coup entre le 18 et le 19 mai, finalement, on a assisté à une très forte volatilité du CO2. Alors, ce dernier avait augmenté, continue même d'augmenter entre notre dernier expresso le 12 mai et le 18 mai. Et puis, à partir de ce moment-là, on a vu une forte chute des prix. Ce qui s'est passé, c'est que de peur que le marché chute une fois l'ouverture des marchés des quotas anglais, c'est-à-dire que les acteurs britanniques qui avaient acheté des quotas européens en vue de se couvrir contre une éventuelle évolution des prix par rapport au marché anglais, eh ben, en fait, devait revendre ces quotas sur le marché européen pour pouvoir acheter leurs quotas locaux, les UKL, les UK allowances, au moment de l'ouverture. Et donc, la peur de voir ces quotas revenir sur le marché a fait peur aux acteurs spéculateurs qui, du coup, ont vendu massivement pour pouvoir prendre leurs bénéfices suite à la spéculation qu'on avait depuis le début de l'année. Donc du coup, ça crée un effet très baissier sur 2 sessions de trading, accompagné de la news qu'il y avait sur Nord Stream 2, donc le gazoduc, mais également sur des journées où les indices boursiers n'étaient pas forcément dans le vert, plutôt même en rouge, avec de fortes baisses. Et donc ça continue à faire chuter les prix très fortement, à la fois sur le CO2, mais également sur le marché du gaz et de l'électricité. Le marché a ensuite rebondi pour globalement consolider avant de retrouver une certaine phase de volatilité et une phase un peu plus haussière, comme on le voit ces derniers jours sur le marché du CO2 et de l'électricité. Comme tu le dis, Quentin, les conséquences sur le marché du CO2 vont impacter le marché de l'électricité. Du coup, est-ce qu'on peut s'attendre à une prochaine baisse des prix? Est-ce qu'il y aura certainement des opportunités à saisir? Comment se comporter en matière d'achat d'électricité? Tout comme on l'a vu pour le marché du gaz, globalement, l'électricité va suivre les tendances à la fois du gaz et à la fois du CO2. Du coup, la météo restera un facteur important à suivre tout au long de l'été, puisque il y a canicule, ça peut faire baisser les cours d'eau et dans ce cadre-là, voire avoir des difficultés à refroidir les centrales nucléaires et donc baisse de la production. Donc toujours pareil, c'est qu'il faut vraiment être vigilant, être attentif sur les marchés avec vos commerciaux pour vraiment avoir une stratégie, soit de clic, soit de gérer votre arène ou autre, pour pouvoir essayer d'optimiser les achats d'énergie. Quentin, tu nous parles souvent de zones d'approvisionnement, électricité ou gaz en provenance d'eux. Et donc, du coup, là, on parle de l'origine géographique de la production. Et c'est un facteur qui a un impact sur le coût de l'énergie. Mais on parle moins de l'origine technique, si je puis dire, de l'énergie, sa source de production. Ces dernières semaines, par exemple, on a beaucoup entendu parler de la production d'énergie éolienne, qui est d'ailleurs souvent remis en cause, ça laisse place à pas mal de débats. Est-ce que lorsqu'il y a une polémique autour d'une source de production et pas une source géographique, ou je ne sais pas moi, s'il y a une grève dans une centrale, est-ce que ça va avoir une incidence sur le prix? Et même de façon plus générale, s'il n'y a pas de débat ou de polémique autour d'une origine de production, est-ce que l'origine de production a un impact sur le prix de l'énergie? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il va falloir voir les sources de production.
En France, globalement, on a du nucléaire, quasiment pour 70% en fonction de la production qui s'effectue chaque année. Mais globalement, les marchés vont raisonner d'une façon plus générale ou à la maille européenne. On considère un peu l'Europe comme une plaque de cuivre, c'est-à-dire que tous les marchés se sont interconnectés de façon à sécuriser un approvisionnement d'un pays par un autre pays, de façon à pouvoir échanger des flux et du coup avoir cette sécurisation d'approvisionnement. Donc du coup, par rapport à un mix énergétique français pour la production d'électricité qui est globalement du nucléaire, on se retrouve avec un mix européen avec environ 30% de nucléaire, 25% de NR et 45% encore d'énergie fossile, donc gaz et charbon. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que le temps va passer et qu'il va y avoir un besoin en énergie, on va faire appel aux différentes unités de production. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le merit order. Donc, celle qui coûte le moins cher une fois installée, c'est finalement l'énergie renouvelable. Quand celle-ci produit trop sur le marché, on assiste même à des prix négatifs parfois sur les prix horaires au fur et à mesure sur les marchés un peu plus spot, de court-termistes, si je puis dire. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que du coup, on va aller appeler les différentes étapes de production d'électricité, donc avec les centrales nucléaires, les centrales à gaz au final, au fur et à mesure. Et du coup, la dernière centrale appelée va faire le prix sur le marché. Donc, même s'il y a beaucoup de NR installés, si finalement la dernière centrale appelée est une centrale à gaz ou au charbon, eh bien c'est celle-ci qui va globalement aller faire le prix sur le marché. Ce qu'il faut voir aussi, tu disais tout à l'heure par rapport aux grèves et aux influences de ce qu'on peut entendre dans la presse et autres, une grève de certains acteurs du nucléaire certains jours peut faire varier les prix puisque ça peut impacter la production. Les polémiques ensuite sont du coup un peu plus moins créatrices de volatilité, si je puis dire, puisque globalement les actifs, le physique va reprendre le dessus et du coup vraiment constituer le prix. Donc en fait, c'est vraiment le suivi de tout ce mix énergétique, de voir les différentes unités qui sont appelées au fur et à mesure, qui vont faire les prix sur les marchés, plus que finalement des débats sur la place publique ou sur les réseaux sociaux et autres. Merci beaucoup Quentin et merci à tous pour votre participation. Le prochain décryptage des marchés aura lieu dans 3 semaines, le jeudi 1er juillet, et on reviendra aussi pendant l'été pour vous accompagner en continu dans vos réflexions et dans vos prises de décision. Puis sinon, suivez-nous sur nos réseaux. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur notre page dédiée où vous pouvez retrouver tous nos replays, que ce soit les expressos de Quentin ou d'autres expressos sur d'autres thématiques comme les PPA. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Merci Quentin. Très bonne journée. Bonne journée Justine, à bientôt.